Alors bonjour à tous. D'abord, je voudrais savoir si mon partage d'écran fonctionne. Il fonctionne, Elodie. Ah, super. Merci. Donc je vais mettre tac, ma caméra pour me présenter. Alors bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, un atelier, alors c'est un grand mot parce qu'en visio, ça va être un peu compliqué d'être vraiment dans l'interaction, ce qui pourtant est le cœur un peu d'un atelier. On est souvent dans la co-construction. Donc là, je me suis un peu adaptée. J'espère en tout cas que j'aurai réussi à la fin de cette heure ensemble à vous donner quelques clés. Alors, la communication responsable, c'est quand même un grand chantier et aujourd'hui, on va s'attacher à un point en particulier, celui qui consiste à identifier ce qu'est le greenwashing et puis voir comment l'éviter. Donc avant de démarrer, alors du coup je vois pas mon écran, j'arrive pas à le faire défiler. Si c'est ça, il est. Est-ce que la slide suivante est passée? J'ai des problèmes avec mes deux écrans. Vous voyez bien s'afficher, je me présente. C'est bon, Elodie. Et du coup, Super. pour information, quand ton écran est partagé, on ne voit pas ta caméra. Donc, du coup, quand tu t'es présenté, on a mis ta caméra en évidence. Et là, on a remis sur ton écran. D'accord, parfait. Donc du coup, je peux peut-être couper ma caméra? Comme ça, je libère de la bande passante. Comment vous faites? Oui, c'est ça. Tu peux couper ta caméra si ton écran est partagé. Allez, super. C'est parti. Donc, deux mots juste pour me présenter à vous. Donc, Émilie vous l'a dit, donc je suis Élodie Hérisson. Donc, moi, j'ai 15 ans d'expérience dans la communication et la gestion de projet. J'ai travaillé les 10 premières années dans la coopération internationale. Donc, soit pendant longtemps dans des ONG, mais aussi des délégations ministérielles à l'étranger, et une expérience en agence en Occitanie sur ces dernières années. Et donc, j'ai, avec deux autres associés, créé l'agence Rose Primaire qui s'attache à faire de la communication et du numérique responsable exclusivement. En parallèle, je suis administratrice au sein du Club de la com Occitanie, qui est un réseau de professionnels de la com, peut-être certains connaissent et même je vois dans la liste des personnes en font partie. Et j'ai le grand plaisir de co-animer la commission com responsable de ce club. Voilà. En parallèle, je suis également membre de Communication Mutation, qui organise un événement à la fin de l'année qui s'appelle Reboot 2021, qui est un gros événement qui a pour objectif de rassembler en fait tous les professionnels qui s'interrogent, qui ont envie de réinterroger nos métiers et les amener vers des pratiques plus responsables. Et c'est un événement qui sera gratuit, ouvert à tous et principalement à destination des étudiants. Bon voilà, donc vous avez compris un engagement en tout cas associatif assez fort et de vraies convictions dans mon métier. Alors, deux mots sur Rose Primaire. Peut-être que certains étaient tout à l'heure à la conférence de Jade Vincent, qui a animé un atelier sur le numérique responsable. Donc, on s'est un peu partagé là ce matin, donc, puisque Rose Primaire est vraiment une agence de conseil, comme je l'ai marqué, production et formation en communication et numérique responsable. Donc, Jade à piloter tout le volet numérique responsable. Comme je vous l'ai dit, eh bien, là, on va passer une petite heure à parler de communication responsable, hein, puisque communiquer mieux pour communiquer moins. On est raccord avec la thématique de cette année de Comme des curieux. Et voilà, donc avec un petit focus sur le greenwashing, je vous le disais. Donc, avant d'attaquer. Pardon, j'ai pas fait défiler mes slides, dis donc, je suis vraiment pas dégourdie. Bon, voilà, du coup, je vous ai montré ça. Pardon. Tac. Voilà. Donc, on attaque, excusez-moi pour le petit bug, sur le. Là, je pense qu'on est bon. Donc, avant d'attaquer dans le cœur du sujet, eh bien, on va faire un petit retour sur le contexte dans lequel, en fait, s'inscrit cette réflexion autour de la communication responsable et plus particulièrement du greenwashing. Eh bien, en fait, ça part vraiment d'un constat que les attentes des citoyens, citoyennes et donc, de fait, les consommateurs sont en train de changer. Alors, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que, alors là, c'est des chiffres d'une étude qui a été publiée il y a quelques mois. Donc, on sait que si aujourd'hui la santé préoccupe davantage les Français depuis le début de l'épidémie,
Mais bien, il n'en reste pas moins que c'est bien le réchauffement climatique qui reste le sujet qui inquiète le plus les Français. Et lorsqu'ils s'expriment, c'est bien de développement durable dont ils parlent. Donc, pour qu'on sache bien ce dont il s'agit, j'aime bien revenir sur cette définition, puisque tout le monde est un peu persuadé de savoir ce que c'est que le développement durable. Alors, très souvent, on raisonne évidemment protection de l'environnement. Mais en fait, le développement durable, c'est bien les trois volets, c'est-à-dire le volet environnement, mais également le volet social, avec un effort à faire sur la réduction des inégalités, et un volet sur l'économique, avec le développement économique. Et si on regarde un petit peu cette définition, eh bien, le développement durable, c'est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Donc ça, c'est la définition telle qu'elle a été donnée à l'ONU en 87, et c'est bien toujours celle sur laquelle on s'appuie quand on parle de développement durable. Donc vous voyez bien que quand aujourd'hui on doit s'interroger dans nos métiers, eh bien il faut s'interroger dans notre pratique. Dans notre pratique, vous verrez, c'est quand même assez global, hein, c'est dès la réflexion jusqu'à la production, en fait, que ce soit des messages, mais aussi de tous les supports créatifs, qu'ils soient physiques, print ou bien digitaux. Et donc voilà, avoir toujours en tête cette réflexion qui vise à voir si dans mes activités, ce que je fais, eh bien, est-ce que ça répond bien aux exigences de ne pas compromettre les générations futures. Donc ça, ça c'est vraiment le préalable. Donc, si le développement durable préoccupe, eh bien, on est d'accord, c'est tout notre modèle économique qu'il faut revoir. Donc là, je vous ai mis quelques notions clés qui viennent un petit peu aujourd'hui contrebalancer eh bien, les 50 dernières années dans lesquelles on a pu évoluer tranquillement. Et là, aujourd'hui, on parle vraiment, on dénonce de la surconsommation, des produits inutiles, le gaspillage, l'obsolescence, les conditions de fabrication, donc que ce soit au niveau de l'utilisation excessive des ressources naturelles, mais aussi l'exploitation humaine qui est directement liée à la fabrication de tous les supports que l'on consomme. Le manque de prise de considération de l'ACV, l'analyse de cycle de vie, parce qu'aujourd'hui, on réfléchit souvent à l'analyse de cycle de vie, on se dit « Ah, ben, très bien, déchets, on va recycler ». Et en fait, le gros du problème, il est dans la production même. Bien sûr, la valorisation, mais il est vraiment sur le point d'avant, les conditions de fabrication, la composition des produits, les impacts environnementaux aussi. Et donc, depuis quelques années, de plus en plus, on tend vers une consommation et un marketing de déconsommation et une société de décroissance. Alors, je ne sais pas si parmi les personnes qui sont là aujourd'hui, ça vous parle ou pas, si certains travaillent en agence ou chez l'annonceur. Je sais qu'il y a quelques années, quand je disais ces mots-là à des clients ou des personnes avec lesquelles je travaillais, c'était inenvisageable. Et en fait, aujourd'hui, c'est même eux qui le disent, que voilà, ce sont vraiment des tendances vers lesquelles il faut aller parce qu'en fait, c'est tout simplement les consommateurs et les citoyens qui nous invitent à y aller. Alors, quand on regarde ces quelques chiffres-là, c'est quand même très intéressant. Pardon, donc là, c'est une étude de Greenflex qui est parue l'an dernier, enfin, c'était fin 2019 plus exactement, et qui est quand même très intéressante, qui nous montre un petit peu comment les consommateurs eh bien, se responsabilisent. Donc 61% des Français pensent qu'il est effectivement urgent d'agir. 43% ont envie de consommer autrement. Enfin, c'est quand même énorme, ces chiffres-là, il y a 10 ans, mais c'était pas du tout ces niveaux-là de prise de conscience. 63% des consommateurs, le fait qu'une marque propose des produits durables renforce leur confiance en elle. D'où l'importance, vous le verrez après, de lutter contre le greenwashing. 85% des Français se demandent s'ils ont besoin d'un produit avant de l'acheter. Et 80%, donc ça c'est à l'échelle européenne, des Européens donc, aimeraient vivre demain dans une société où la consommation prend moins de place. Alors quand je vous dis que c'est quand même incroyable ces chiffres aujourd'hui, alors peut-être qu'on en a un petit peu plus conscience depuis quelque temps. Ce qui est intéressant, c'est de voir que cette même étude, 10 ans en arrière, on était à des niveaux de prise de conscience, mais alors vraiment, c'est ce que je disais, ça fait 50 ans qu'on est dans une logique
de surconsommation qui ne pose pas de soucis. Et aujourd'hui, on l'interroge parce qu'on voit bien qu'elle ne répond plus aux exigences du développement durable. Donc, ça a quoi comme autre conséquence? Eh bien, le fait que les citoyens se mobilisent. Alors, je ne parlerai pas je ne les ai pas les chiffres des manifestants pour les marches, pour le climat, pour les vraies lois climat qu'il y a eu ces dernières semaines, mais on le sait bien, en tout cas par rapport à nos métiers, il y a aussi une vraie méfiance et une vraie attente des citoyens, citoyens consommateurs. 75% des Français souhaitent que les publicités soient plus transparentes et honnêtes. Alors, je ne sais pas si vous voyez le petit panneau de gauche, c'est bon, ben voilà, c'est tantôt Clear Channel, tantôt JC Decaux qui se font, on le voit partout, dans toutes les villes, qui se font placarder. Alors là, il y a marqué on veut des arbres, on veut pas de cette merde. C'est vraiment là de la publicité dont il s'agit. Là à droite, c'est voilà un article qui était paru l'été dernier, qui était très intéressant. Fini la publicité qui fait rêver, il est temps d'inventer le consentement éclairé. Et des articles et des mouvements de ce genre, on en connaît de plus en plus. Et à juste titre. Là, je vais vous montrer. Je vais vous la partager tout à l'heure dans le chat, cette petite vidéo. Voilà, bon, mais super. Émilie vient de la mettre. Alors en fait, ça, c'est, je ne sais pas si vous connaissez, le prix Pinocchio. En fait, chaque année, c'est l'association Les Amis de la Terre qui décerne les prix Pinocchio. C'est quoi le prix Pinocchio? Eh bien, c'est un anti-prix qui a pour but de dénoncer certaines entreprises françaises qui communiquent largement sur le concept du développement durable, alors qu'en fait, elles ont des activités qui ont des conséquences complètement néfastes pour l'environnement. Donc, c'est même pas juste s'inventer des intentions de développement durable. Là, c'est au-delà. C'est vraiment des entreprises, et là, on est vraiment dans le cœur du greenwashing, des entreprises qui s'inventent des comportements louables, alors qu'au contraire. Alors là, si vous voulez bien, je vous invite à couper vos caméras, vos micros, un petit instant. Enfin, les caméras sont déjà coupées, les micros aussi, je crois. Je vais couper le mien, en tout cas, pour que vous regardiez ce petit film qui fait, je crois, 2-3 minutes, et vous pouvez me faire signe quand vous avez fini de le regarder. Je vous laisse regarder donc le prix Pinocchio de Lactalis. Ok, alors, bon, ben, j'espère que tout le monde a eu le temps de le regarder. Moi, je l'adore. Voilà, les prix Pinocchio, ils sont toujours très très forts. Bon, ben là, c'est Lactalis qui s'en prend. Mais il y en a quand même un bon paquet là, qui, en ce moment, mériterait d'être mis sur le pilori, je pense. Donc là, ça nous amène vraiment dans le cœur de notre sujet, sur les dangers du greenwashing. Donc n'hésitez pas, je vois des commentaires, n'hésitez pas à aller suivre ces prix Pinocchio parce qu'à chaque fois c'est un régal. Et puis ça montre aussi bien quand même quelque chose, je l'évoquerai mais c'est pas du tout l'objet de mon intervention aujourd'hui, mais il y a quand même des structures qui régulent la publicité aujourd'hui en France. Et malgré tout, il y a toujours des pépites comme ça qui passent à la trappe. Donc, même dès lors que, eh bien, elles ont coché toutes les cases pour être quand même diffusées, on se rend bien compte que la société civile s'empare du sujet et est de plus en plus, se sent de plus en plus concernée. Et donc, c'est très bien. Donc,
Les dangers du greenwashing. Alors, moi, je pose la question, quand est-ce que je risque de tomber dans du greenwashing? Alors, je ne sais pas du tout si il y a possibilité pour vous d'interagir. Si certains savent, vous pourrez me répondre à cette question, soit dans le chat, soit peut-être en ouvrant son micro et en parlant. Parce qu'en fait, moi, j'aime beaucoup poser toujours cette question, parce que beaucoup de gens qui ont envie de faire en fait de la communication de manière responsable, se disent bah non mais moi je suis pas Lactalis, je fais pas n'importe quoi, je vais pas inventer comme là je sais pas si vous avez vu très récemment c'est Orange qui a fait une communication géniale disant que la 5G c'était plus rapide, c'était plus ceci plus cela et plus écolo. Bon, voilà. Alors là, on se dit, mais non, mais je suis pas Orange qui commence à raconter des histoires. En fait, à quel moment je risque de tomber dans le greenwashing? Donc là, il y a une réponse. Dès que je ne fais pas ce que je dis. Alors, en effet, c'est une très bonne manière de le résumer. Et alors, si je pose la réponse, en fait, c'est bien ça. C'est à chaque fois que vous êtes sur le point de réaliser une campagne de communication dont le but est de valoriser les qualités écologiques, soit de votre produit, soit de votre service, soit de valoriser la démarche développement durable de votre entreprise ou de votre organisme. Donc en fait, on se rend compte que ce n'est pas les grands méchants Total, je ne sais pas, je donne des noms qui évoquent forcément peut-être des choses qui sont parfaitement en opposition avec les enjeux liés au développement durable, mais voilà, ces grosses marques, souvent c'est ça, on se dit, c'est eux en fait qui font du greenwashing, ils racontent n'importe quoi. En fait, attention, hein, c'est vraiment à chaque fois que pour vous, ou pour si vous êtes une agence ou pour un client, vous êtes amené à valoriser les qualités écologiques de quelque chose. Donc ça, c'est quand même très très important, parce qu'en fait, eh bien, je vais vous le montrer un peu plus tard, là, j'y viens, mais c'est quand même très, très important de savoir, d'avoir les clés de comment je communique dès lors que je dois parler d'engagement en termes de développement durable ou de qualité écologique de mes produits ou de mes services. Alors, du coup, j'en viens à la question suivante, qu'est-ce que c'est que le greenwashing? Eh bien, le greenwashing, c'est tout simplement tout message pouvant induire le public en erreur sur la qualité écologique réelle d'un produit ou d'un service, ou la réalité de la démarche développement durable. En d'autres termes, à chaque fois que l'on utilise l'argument écologique pour un produit, un service ou une démarche de développement durable de manière abusive. Alors, je déroule. Pour que vous compreniez bien, qu'est-ce que c'est qu'un argument écologique? Un argument écologique, c'est un argument de communication qui permet de mettre en valeur sur un support de communication des caractéristiques écologiques d'un produit ou un service, ou ses avantages pour la protection de l'environnement. Ok? D'orienter le consommateur dans ses choix et de motiver les entreprises à innover pour modifier leur offre. Donc ça, voilà ce que sont les arguments écologiques. Et je pense que tous ici, quels que soient les domaines dans lesquels on est, je suis sûre à 100% que tous les gens qui sont là ont déjà eu à valoriser ce genre de choses. Donc attention. Alors ensuite, qu'est-ce que c'est que les arguments de développement durable? Un peu de la même manière, eh bien c'est les arguments de communication qui permettent de mettre en valeur sur un support de communication la démarche de développement durable d'une entreprise ou d'une organisation et d'influer positivement sur le consommateur dans l'image qu'il se fait de l'entreprise et de motiver les entreprises à opter pour une démarche sérieuse et solide. Voilà ce que sont donc les arguments écologiques et les arguments développement durable. Alors désolé pour ce cours un peu théorique, mais c'est quand même important. Et donc du coup, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Eh bien, pour que vous compreniez qu'à l'opposé, le greenwashing, c'est bien ça, c'est l'utilisation de l'argument écologique alors que l'intérêt du produit ou du service pour l'environnement est minime, voire inexistant. Le greenwashing, c'est l'utilisation de l'argument de développement durable alors que la démarche initiée par l'entreprise est soit quasiment inexistante, soit très partielle, ou peu solide, ou peu déployée auprès des salariés. Donc ça résume bien ce que tout à l'heure vous avez dit, c'est dès que je ne fais pas ce que je dis, en effet, c'est bien ça. Bref, le greenwashing, c'est un message pouvant induire le consommateur en erreur sur la qualité écologique réelle du produit ou sur la réalité de la démarche développement durable. Ok, donc là, beaucoup de blabla pour poser un petit peu le décor. Et donc, si je simplifie, là, ce sont les 3
principaux signes de greenwashing. Voilà, ça, on ne peut pas passer à côté. À chaque fois que vous regardez, que vous aurez à communiquer ou à interroger une communication, soit dont vous êtes à l'origine, soit dont vous êtes destinataire, et bien voilà les 3 principaux signes de greenwashing qu'il faut savoir guetter. Alors le premier, c'est, je vais les développer un petit peu après, donc là, la promesse excessive. Le deuxième, c'est l'absence ou l'insuffisance d'informations ou d'argumentaires. Et le troisième signe, c'est l'utilisation d'un visuel confus. Alors confus, vous comprendrez, c'est toujours confus, mais souvent c'est un peu fait exprès. Donc je les développe. Le premier, la promesse excessive. Alors là, je vous ai mis une publicité pour Sanex, ok. Donc là, bon, désolé, la capture d'écran n'est pas de super qualité. Il y a marqué « Libérons la planète des émissions de CO2 ». Alors, bon, pourquoi? Là, c'est parce qu'en fait, Sanex a inventé un déo qui utilise 2 fois moins de gaz, ok? Donc là, qu'est-ce que c'est que la promesse excessive? Eh bien, le produit présenté, il est présenté ici comme totalement écologique, alors que seul un de ces éléments l'est, ou bien la démarche de développement durable est présentée comme un élément essentiel de la politique de l'entreprise, alors que ce n'est pas le cas. Dans notre exemple ici, Sanex, bon, on est d'accord, Sanex fait peut-être des efforts en réduisant ses émissions de gaz à effet de serre, de CO2, voilà, pour le coup. De là à dire que quand on diminue la taille d'un aérosol, eh bien, on libère la planète des émissions de CO2. Là, on est bien d'accord, on est dans un cas très classique de greenwashing sur cet argument-là, une promesse excessive. Le deuxième, l'absence ou l'insuffisance d'informations ou d'argumentaires. Donc là, c'est quoi? C'est l'avantage écologique ou la démarche, elle n'est pas expliquée ou bien insuffisamment pour qu'on la comprenne vraiment en quoi ça consiste et quel est son intérêt qualitatif ou quantitatif pour l'environnement ou la société. Donc là, c'est une publicité pour eh bien, un producteur d'énergie qui fait de l'énergie de l'éolienne. Okay, donc juste là, on se dit, ben, ils ont une démarche en effet plutôt engagée pour le développement durable. Pourtant, ils ont fait une publicité extrêmement, alors bon, greenwashée, c'est un terme qui maintenant existe. Regardez le message. Notre objectif, une vie sans énergie fossile d'ici une génération. Alors, là, ce qu'il faut dire, c'est que, bon, en quoi ils peuvent nous dire qu'il suffira d'une génération pour que la mise en place de l'éolien, on imagine bien en opposition aux énergies fossiles, va venir eh bien, supprimer complètement les énergies fossiles. Bon, alors c'est vraiment là, alors que je pense que l'intention effectivement était louable vu qu'ils sont dans l'éolien, bon, ils ont fait une publicité qui est malheureusement complètement greenwashée et qui a été retoquée. Le troisième signe, donc c'est le visuel confus. Donc là, la définition voilà, de ce qu'est un visuel confus, c'est un visuel qui accompagne le message, qui a un lien avec l'écologie, okay, ou avec le développement durable, mais qui n'en a absolument aucun avec le produit ou la démarche évoquée. Et ça a quoi comme conséquence? Ben, ça va induire une confusion dans l'esprit du consommateur. Là, on est vraiment dans un cas typique de manipulation. Donc là, c'est une publicité pour... Beko, c'est un fabricant d'électroménager et qui, en fait, pour faire une publicité, donc là, c'est juste une capture que j'ai faite, mais ils ont fait toute une campagne où, en fait, bon, ben voilà, ils déroulent à souhait, là, l'utilisation de cascades, d'eau de source qui coule, voilà, on voit des images de nature, en fait, bon, il n'en reste pas moins que c'est juste une machine à laver qui utilise de l'eau, bon, et là, inspiré par la nature, alors en plus, voilà, ouais, d'accord, technologie aquatech, et donc là, vraiment, ils ont été retoqués, bah, utilisation d'un visuel qui vient justement induire une confusion dans l'esprit de la cible. Maintenant, je vais vous faire un peu participer parce que c'est assez intéressant que vous vous prêtiez au jeu. Donc, on révise là vite fait. Donc, on est d'accord. On a les 3. La promesse excessive, ok. L'absence ou l'insuffisance d'informations ou d'argumentaires. Et le troisième, le visuel confus. Et là, eh ben là j'aimerais bien que vous me disiez, je vais vous défiler, j'en ai peut-être 4-5, des pubs, que vous me disiez si oui ou non on est dans un cas de greenwashing. Et si oui,
Eh bien, sur quel argument, en fait, sur quel signe on peut dire que oui, c'est une publicité qui a été greenwash. Attention, je vous envoie la première. Donc ici, c'est une publicité pour une marque de thé, c'est Kusmiti, qui a fait cette campagne. Donc allez-y dans le chat, hein, dites-moi si oui, non, c'est du greenwashing pour vous et pourquoi. Peut-être, je ne sais pas si vous pouvez ouvrir vos micros, je ne sais pas si c'est possible. Donc c'est Kusmiti qui a fait une campagne pour du thé, c'était à l'occasion de la Saint-Valentin, et en fait il disait que voilà, c'est un thé pour protéger les tigres sauvages. En fait, ils ont mis en place un partenariat avec WWF et à chaque fois, dans le cas où ce thé est vendu, 1 € est reversé à WWF. Bon, voilà. Donc là, je vois, ça réagit, bah ouais, greenwashing avec promesse excessive, greenwashing, le deuxième, ça nous dit absence, donc sur le signe de absence ou insuffisance d'information ou argumentaire. Promesse excessive, bon ben voilà, donc en tout cas vous n'êtes pas tombé dans le piège parce que bien sûr là on est vraiment dans un cas typique de greenwashing et là voilà, la raison c'est que clairement ici la promesse est excessive, c'est-à-dire que oui, très bien, c'est louable pour Kusmiti d'avoir mis en place ce partenariat avec WWF, puisqu'en fait, Kusmiti, qu'est-ce qu'ils font? Ils participent à la culture du thé dans des régions où, en Inde, il y a ces tigres qui sont en voie de disparition. Alors, il n'y a pas forcément de lien de cause à effet entre la culture du thé et le tigre, là n'est pas la question, mais en tout cas, dire qu'en achetant du thé, on protège les tigres, bon, ben, vous l'avez compris, là, promesse excessive. Deuxième exemple, pareil, dites-moi ce que vous en pensez. Alors, désolé à nouveau pour la qualité de ma capture d'écran, elle est un peu toute moche. Alors, ça, c'est une pub pour Renault. Ils ont fait cette pub digitale qui a beaucoup tourné. Donc, c'est une voiture électrique. Zoé, tu m'amènes au travail. Et donc là, toute la pub, en fait, tout le message disait en vélo, ce serait bien, mais on a mieux. Et là, ils proposent d'y aller en voiture électrique. Alors, à votre avis? Ouais, là aussi, argument, promesse excessive, absence d'information, greenwashing, absence d'infos. Ouais, avec visuel confus, certains disent, ouais, greenwashing. Bon, vous tombez pas dans le piège, on ne vous la fait pas en tout cas, parce qu'en effet, celle-ci, on est à nouveau dans du greenwashing. Et voilà la raison pour laquelle cette publicité a été retoquée. C'est bien l'absence ou insuffisance d'informations et d'argumentaire. Bah là, c'est-à-dire que là, il va falloir que Renault nous explique en quoi. Alors, on ne sait pas si c'est au niveau de la fabrication de la voiture versus la fabrication d'un vélo, ou bien dans l'utilisation d'un moteur électrique en opposition à l'utilisation d'un vélo. Donc, en fait, ce serait mieux. Bon, voilà, là, clairement, ils se sont bien plantés en tout cas dans cette pub qu'ils ont dû retirer. Autre exemple, publicité d'Orange cette fois-ci. Donc là, c'est une publicité d'Orange qui dit ceci. Alors, on peut faire des choses incroyables avec son vieux téléphone, genre le recycler. Passez dans nos boutiques, on recycle vos vieux téléphones. Votre avis? Est-ce que là, on est dans un cas de greenwashing ou pas de greenwashing? Ça réagit un peu moins sur celle-ci. Alors, certains disent pas greenwashing. Non, pas greenwashing. Bon, vous êtes... Je ne pense pas du greenwashing. Alors, en effet, on n'est pas dans du greenwashing. Mais en tout cas, elle a été retoquée. En tout cas, elle a été dénoncée pour être retoquée. Je vous explique pourquoi. Au début, c'est poser la question, parce est-ce qu'on n'était pas dans un cas où on favorisait eh bien, le renouvellement de son téléphone, parce que là, il disait simplement, on peut faire des choses incroyables avec son vieux téléphone, genre le recycler. Il aurait fallu dire avec son téléphone qui ne marche plus. C'est pas parce qu'il est vieux qu'il faut le recycler. Donc là, bon, alors en effet, là certains disent le mot incroyable, c'est un peu excessif. Bon, ça c'est un peu tout le problème de la pub hein, qui fait voilà ce genre
de sortie. Mais bon, voilà, elle avait été un peu inquiétée, cette pub, parce que voilà, on disait, mais être vieux, ça suffit pas pour être recyclé, il faut vraiment être vieux, cassé, ne plus fonctionner. Bon, malgré tout, voilà, ils ont tranché et ils ont dit que non, non, là, on n'était pas dans un cas de greenwashing. Allez, j'en ai une petite dernière. Là, c'est une publicité qui dit ceci, nucléaire. Et non, tout n'est pas à jeter. La preuve, aujourd'hui, près d'une ampoule sur 10 en France s'allume grâce à du combustible nucléaire recyclé. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être pas évident. Elle est pas facile, celle-ci. Elle est pas facile. Bon, voilà, hein, ils ont fait une... C'est une pub pour du nucléaire, hein. On est d'accord, quoi. Bon, voilà, alors Virginie nous dit greenwashing total. Le nucléaire recyclé est une aberration écologique. Allez, bon, en effet, pourquoi est-ce que on peut parler de greenwashing? C'est parce qu'en fait ici, le signe en fait sur lequel on a pu c'est le signe qui a été utilisé. C'est tout à fait, c'est le visuel qui est confus dans le sens où on parle de alors du nucléaire recyclé, même si c'est une aberration écologique, je suis d'accord, ça existe. Donc, ils ne se sont pas fait retoquer sur l'utilisation de ce terme-là, hein, nucléaire, combustible nucléaire recyclé. Ben non, 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 ça existe. Et là où ils se sont fait retoquer, c'est parce qu'en fait, on voit le logo du nucléaire ici mis au même niveau que le recyclage du verre ou le recyclage du papier. Donc en fait, ça a quoi comme conséquence? Eh bien, de manipuler eh bien, les esprits en disant que bah, finalement, le nucléaire, bah, c'est peut-être aussi facile que le papier ou le verre à être recyclé. Donc bon, ben, on va pas non plus se poser trop de questions sur le nucléaire. Finalement, c'est pas si mal que ça, quoi. Bon, voilà, vous avez été hyper fort sur le quiz. J'enchaîne du coup sur cette question. Alors, je ne sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé, mais moi, régulièrement, j'entends dire oh oui, bah alors greenwashing, c'est peut-être pas si grave, parce que bon, ben, ça veut dire que les gens, ils essaient un peu de faire. Bon, ils le font pas très bien, mais ils essaient un peu de faire. Bon, alors ça, c'est le genre de choses auxquelles il faut savoir répondre, hein. C'est, bah maintenant, c'est hyper grave quand on fait les choses, on les fait correctement. Mais alors du coup, pourquoi est-ce que c'est grave le greenwashing? Le greenwashing, c'est grave pour plusieurs raisons. Voilà, ce qu'on en dit, c'est qu'en fait, ça a un impact insidieux. D'abord, c'est un frein à devenir responsable. Aujourd'hui, il y a quand même des exigences. Il y a des normes auxquelles on doit se référer. On ne peut pas faire les choses à moitié. Donc, s'engager dans une démarche responsable, bah, c'est aller jusqu'au bout et avoir une communication qui soit honnête. Donc, c'est pas parce qu'on s'engage un petit peu en faveur du développement durable que quand on communique, on va pouvoir faire n'importe quoi. Et non, non, il faut être responsable jusqu'au bout. Donc, si on part dans du greenwashing et qu'on le tolère, bah forcément, bah, ça veut dire, bah, alors. Et puis, deuxième point, c'est une forme de concurrence déloyale vis-à-vis de ceux qui s'engagent vraiment. Moi, je fais les choses correctement et je vais communiquer sur les 10% de ce que j'arrive à faire correctement. Et je me retrouve en concurrence avec des gens qui ne font que 5%, mais qui vont communiquer en disant qu'ils font 20%. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on l'a vu dans les chiffres précédemment, les citoyens et les consommateurs sont en attente d'informations et de publicités vraies. Les mensonges, c'est plus possible. Et heureusement, il y a des instances, je vais l'évoquer juste après, qui existent et qui sont là pour réguler un peu tout ça, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Autre danger du greenwashing, c'est que ça fait peser la responsabilité sur les consommateurs. En fait, ça leur donne l'impression que leurs gestes de consommation sont suffisants. Pourquoi? Parce que ça veut dire que si la pub, la com peut dire un peu tout et n'importe quoi, eh ben, ça veut dire qu'on n'a plus confiance dans les messages qu'on nous délivre. Et donc, ben, charge à nous d'aller vérifier les informations, charge à nous, consommateurs, citoyens, de savoir si les informations qu'on nous donne sont vraies, alors qu'il suffirait qu'une marque s'engage à être responsable, tout simplement, pour que les consommateurs soient plus en confiance et ne se fassent plus manipuler. Et puis bien sûr, donc le dernier point, c'est la perte de confiance des,
des consommateurs. Donc là, je vous ai mis une citation qui est extrait du guide Greenwashing de l'ADEME. Je vais vous donner le lien après pour que vous puissiez vous y référer, et qui est vraiment très très bonne, qui dit qu'en fait, au regard de la surface médiatique de la publicité, personne n'échappe plus à la question environnementale ni au développement durable. Il est indispensable de donner systématiquement une information vraie, claire et vérifiable pour parler d'un sujet aussi important. Et donc faire du greenwashing, c'est aller à l'encontre de ces principes. Aujourd'hui, chacun est confronté à un trop-plein d'informations, souvent déversées sans mode d'emploi, hors contexte, de manière incomplète, voire contradictoire. Et cela crée plutôt un phénomène soit de rejet, soit d'habitude et de désintérêt. Et donc le greenwashing ne peut qu'ajouter à ce phénomène. Donc pourquoi eh bien, il est important de ne pas tomber dans les pièges. Alors, du coup, je vous ai mis ici un lien que vous pourrez récupérer, qui est issu donc du guide de l'ADEME. Donc c'est Agir pour la transition de l'ADEME, qui en fait a mis en place une plateforme sur laquelle on se retrouve et qui est vraiment très très bien faite. Moi je l'utilise très souvent, ce lien-là. Je le partage très souvent aussi avec mes clients, parce qu'en fait l'ADEME a fait ce gros boulot de recenser à l'intérieur de chaque catégorie. Ils ont catégorisé et ils ont recensé la liste de tous ces signes qui font qu'une marque peut être a de vrais engagements en termes de développement durable, tout simplement. Et donc, nous, dans nos métiers de communicants, il y a la partie sur papeterie et fourniture que je vous invite à aller voir, et qui recense un peu là, les labels que vous pouvez, sur lesquels vous pouvez vous appuyer quand vous recherchez, j'ai n'importe quoi, un imprimeur, voilà, un prestataire. Bon, voilà comment on peut s'en sortir en fait face à tout ça. C'est-à-dire, si la publicité continue un petit peu à nous mentir, si on a encore des doutes, eh bien, allons vérifier ces labels-là. Alors, qui dit greenwashing, je fais juste une petite parenthèse avant de parler ensuite. Je vais consacrer ce qui reste de temps ensemble pour rapidement vous parler du coup, comment est-ce qu'on va faire pour faire de la communication responsable. Donc, juste une petite parenthèse sur ce fameux washing dont on entend parler sans arrêt. Donc là, on vient d'évoquer le greenwashing, vous avez compris le green, ce que ça évoque, mais on parle également beaucoup de social washing ou de fair washing, dans la mesure où les entreprises et les organisations sont en train de développer de plus en plus des stratégies de RSE et de RSO, donc de responsabilité sociale des entreprises ou des organisations. Dès lors qu'elles s'engagent dans ce genre de dynamique, eh bien forcément, il y a des opportunistes qui font leur entrée, et de la même manière que alors, le greenwashing étant davantage, vous rappelez les trois piliers du développement durable, le greenwashing est plus à rapprocher aux engagements de développement durable qui relèvent de l'environnement. Le social et le fairwashing relèvent davantage des engagements sociaux et économiques. Mais bon, ça, on en voit de plus en plus, et il faudra aussi savoir les identifier et pas tomber dedans. On parle aussi de tree washing, donc tree pour arbre. Donc là, je vous ai mis la petite capture, Air France qui va planter des arbres pour compenser ses émissions de CO2. On en a entendu beaucoup parler au début du mois dernier, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars. On a beaucoup dénoncé le family washing. J'ai mis une pub Barbie, mais là aussi, gros warning sur toutes ces tendances. Donc du coup, forcément, comment on s'y prend quand on voit que tout le monde fait un peu n'importe quoi. Alors, ils sont retoqués, mais du coup, si nous, on veut s'engager dans une démarche vraiment responsable, eh bien, comment on va s'y prendre pour mettre en place des pratiques responsables? Le premier des conseils, c'est celui qui vise en fait à reconnaître vraiment l'importance de la communication sur nos vies. On sait très bien que dès lors que nous communiquons, c'est nous qui avons le pouvoir de produire des messages, des visuels à destination d'une cible. C'est bien nous
qui avons du coup cette responsabilité vis-à-vis d'eux parce que oui, on communique toujours dans une intention et donc là l'intention elle va être soit de favoriser l'engagement, soit de favoriser un acte d'achat, un acte d'adhésion, etc. Et donc vraiment voilà, reconnaître l'importance de la communication sur nos vies. Et là j'ai pris cette citation de l'ADEME hein, qui est issu du guide pour la communication responsable qu'ils ont édité en janvier dernier, et qui dit que la communication est un puissant vecteur de transformation culturelle qui participe à préparer l'opinion, modifier les normes sociales et faire évoluer et changer les perceptions et les imaginaires. Donc, on voit bien que il faut prendre les choses de manière très responsable. Faire de la com, ça a un vrai impact. Un impact à quel niveau, pardon? Un impact sur l'ensemble du champ du développement durable. Hein. Donc, euh, bon, ce schéma n'est pas très, très bien fait, mais en fait, ce qu'il veut dire, c'est que voilà, il faut qu'on prenne en compte l'impact de la com, que ce soit au niveau des effets que nos messages peuvent avoir sur la société, les valeurs qu'on va véhiculer, les représentations et les comportements que ça va induire. Et tout ça va avoir des impacts au niveau économique, sociaux, sociétaux et environnementaux. De la même manière, nos actions de communication vont avoir un impact puisque on va faire des choix de diffusion qui eux aussi auront des impacts. Et enfin, et alors souvent c'est ce qui est le plus évident dans l'esprit des gens, et c'est souvent par cette entrée-là qu'on a commencé un peu à réfléchir aux mécaniques de communication responsable, c'est beaucoup tout ce qui relève de l'éco-conception, mais bon, éco et socio-conception. Et donc quand on parle de communication responsable, il faut vraiment avoir ça à l'esprit. C'est qu'on est à la fois sur le volet économique, social et environnemental. Alors du coup, d'où peuvent venir les solutions? J'ai simplement voulu mettre ces chiffres-là parce que le dernier chiffre a fait son entrée très récemment. En fait, quand on pose la question aux Français sur, selon eux, d'où peuvent venir les solutions sur les divers enjeux liés au réchauffement climatique, la pollution, la biodiversité, etc. Donc on voit que quasiment à égalité, ils estiment que c'est à l'État de gérer les problèmes environnementaux, ou bien c'est les citoyens eux-mêmes hein, qui ont ce pouvoir de proposer des solutions. 20% donnent leur confiance aux organisations supranationales, hein, voilà, l'ONU ou bien l'Union européenne. 10% désignent les ONG. Et en fait, pourquoi est-ce que j'ai mis cette étude qui date de mars 2019, c'est qu'en fait, il y a 8% quand même qui estiment que ce sont les entreprises qui sont les mieux placées sur ce sujet. Alors, quand je dis entreprise, si vous êtes, que vous travaillez voilà, pour une organisation, une entreprise, que vous êtes chez l'annonceur, comme on dit en agence, ou que vous travaillez en agence, en fait, l'activité même de votre structure va être reconnue aux yeux des Français comme étant une potentielle source de solution dans la manière dont va se comporter votre société aux yeux du développement durable au sens large. Alors voilà, c'est quand même très intéressant. Parce que du coup, ce chiffre-là n'apparaissait pas. C'est très très récemment que les gens ont commencé à se dire, alors en effet, peut-être que les entreprises peuvent également avoir un rôle important. Et donc du coup, ça m'amène à cette petite slide où j'ai fait une espèce de recensement là, de tous ces labels que l'on peut retrouver. Alors, ce sont les bons, hein. Je ne crois pas en avoir en plus oublié. Voilà, c'est toutes ces certifications, ces labels, ces marques d'engagement que vos entreprises, les marques que vous représentez, les clients que vous suivez ou vous en interne, voilà, vous pouvez essayer d'aller atteindre, d'avoir pour rassurer les consommateurs, rassurer les personnes avec lesquelles vous travaillez en interne, toutes les parties prenantes avec lesquelles vous fonctionnez. Moi, je ne m'épanche pas sur cette slide. Du coup, bon, là, c'est vraiment pas l'objet de la matinée, et c'est vrai qu'on fait des formations plus complètes sur la com responsable, mais ce qui est très, très intéressant, c'est qu'en fait, la norme ISO 26000, qui est la norme de référence en termes de responsabilité sociale des entreprises,
consacre une partie très importante sur la communication. Je ne vais pas vous le détailler ici, mais la communication est vraiment vue de manière très sérieuse par toutes ces normes et tous ces labels qui légifèrent en fait pour tendre vers des pratiques plus responsables des entreprises dans lesquelles on évolue. Donc, si on veut 2-3 solutions avant de... Il est quart, j'ai un petit quart d'heure là avant de terminer. 2-3 petites solutions pour... voilà, comment est-ce que je peux faire pour mener une communication responsable? Bon, c'est pas en un quart d'heure qu'il va y avoir toutes les solutions, mais en tout cas, voilà, si j'avais quelques conseils à faire, c'est bien sûr, le premier, c'est d'engager cette démarche de communication responsable. Et donc là, je pars de la définition de l'ADEME pour que vous compreniez en quoi ça consiste. La communication donc, responsable, elle doit intégrer la com sur les engagements RSE des structures, l'éco-communication qui vise bien sûr à réduire les impacts liés au métier de la communication. Donc là, bon, ce terme-là, moi j'aurais bien changé pour simplement mettre éco-socio-communication pour que ce soit bien clair dans l'esprit de tout le monde que le volet social a également bien sûr sa place. Et enfin, le troisième volet, c'est l'authenticité des messages, la transparence des processus, le respect des parties prenantes ainsi que le rôle de la com dans la promotion d'une certaine vision de la société. C'est ce qu'on vient de voir. Donc, voilà, comment mener une communication responsable? Premier point, évidemment, c'est éviter le greenwashing. Donc là, on va vous mettre le lien, je crois qu'il a peut-être été mis là, de l'ADEME, donc qui a mis à disposition un guide gratuit qui est téléchargeable sur les grands principes du greenwashing. Donc ça va, là, tout ce que je vous ai dit là depuis le début de cet atelier, ça va le reprendre en détail de manière très précise. Et puis il y a aussi donc en ligne un test que vous pouvez faire pour auto-évaluer votre démarche de communication. En fait, ça va, dès lors que vous allez décider d'utiliser l'argument donc écologique ou un argument développement durable, vous savez que là, vous prenez le risque de vous exposer au greenwashing, enfin, en tout cas de tomber dans le greenwashing. Et là, ce test en ligne vous permet justement d'éviter les pièges. Donc voilà, première recommandation, c'est d'éviter le greenwashing, bien sûr, et avec cet outil-là pour vous aider à le faire. Le deuxième point, c'est de suivre les recommandations de l'ARPP, qui est l'autorité de régulation professionnelle de la publicité. Donc là, cet organisme, en fait, il édicte, en général, les gens connaissent plus le JDP, qui est le jury de déontologie publicitaire. C'est vraiment lui qui tranche pour savoir si une publicité est louable ou pas. En tout cas, si elle coche bien toutes les cases des recommandations de l'ARPP. Et cette organisation, vous devez certainement le connaître, il est très intéressant. Mais surtout, pourquoi est-ce que je vous en parle aujourd'hui? Parce qu'en fait, il vous guide dans les arguments écologiques ou de développement durable dès lors que vous avez à mener une campagne. Parce que ce qui est important, c'est ce que je vous ai mis en gros, c'est que la soumission à l'ARPP des campagnes qui comprennent un argument écologique ou développement durable, elle est obligatoire. Voilà, et ça, très peu d'agences et très peu de marques le savent. Dès lors qu'on veut avancer des arguments écologique ou de développement durable, vous avez l'obligation de soumettre votre campagne de publicité à l'ARPP. Et l'ARPP, ensuite, comment elle s'y prend? Elle va évaluer si vous respectez bien les 3 piliers du développement durable. Elle se base sur les 17 objectifs du développement durable de l'ONU pour édicter ses recommandations. Et à partir de ces recommandations, elle vous fera savoir si oui ou non, du coup, votre campagne est raccord ou pas. Sur la slide suivante, alors je voudrais vraiment que vous le regardiez, ce lien, parce qu'il est vraiment très très bien fait. C'est une vidéo très courte qui fait, je crois, 3 minutes et qui explique vraiment comment est-ce qu'en fait l'ARPP vous conseille et vous accompagne quand vous voulez faire une communication pour parler de développement durable. Donc je crois qu'Émilie a mis le lien. Donc je coupe mon micro, je vous laisse 3 minutes et après on se reprend 2-3 petites minutes pour terminer. Regardez cette vidéo. Alors, juste Elodie, Oui. je prends la parole, excuse-moi. Oui. J'ai mis le lien, effectivement. Je vous invite par contre à le regarder plutôt à la fin de la conférence, comme ça on aura un peu plus de temps pour éventuellement échanger sur des questions. On est trop court, allez, ça marche. Voilà.
Bon, certains le regarderont quand même, j'en suis sûre, pendant que je parle. Mais en tout cas, je déroule. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vraiment, là, la RPP donne tout un tas de recommandations pour que vous soyez alerte quand vous allez mener vos campagnes pour vérifier que l'impact sur les citoyens est bon, que vos actions sont vérifiables, que vos messages sont bien proportionnés par rapport à vos actions, qu'ils soient clairs, ces messages, qu'ils soient loyaux, que l'utilisation de signes, de labels, de logos, de symboles soit les bons. Bon, voilà, il y a tout un tas de recommandations qui sont présentées sur lesquelles on peut s'appuyer. Ben voilà, alors je ne sais pas si peut-être juste avant de se quitter, je vous ai mis cette slide-là, voilà, avec le lien vers le guide de l'ADEME, qui est vraiment la référence dès lors que vous voulez mettre en place une action de communication responsable. Et je vous ai mis aussi ce lien, alors je ne sais pas si vous connaissez Bon Pote, je vous invite à suivre cette newsletter. Et là, il y a les 12 excuses de l'inaction. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que vous avez en face les contre-argumentaires à dégainer si vous vous sentez un peu démuni. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Ah, super. Alors, Florence nous partage un lien éco-défi Provence-Alpes-Côte d'Azur. Voilà, Alpes-Côte d'Azur, pardon. Qui, alors, je ne sais pas ce que c'est. Florence, tu veux peut-être prendre la parole pour expliquer ce que c'est que ce guide? Oui, bonjour. C'est un programme qui est mis en place par la Chambre de commerce avec l'ADEME, la CCI, et qui en fait aide les entreprises justement à voir un petit peu leur niveau et s'engager en faveur du développement durable dans l'entreprise. Donc, il y a une espèce de petit questionnaire que l'on remplit seul, où on se positionne, et ensuite, on est visité par un technicien de la chambre de commerce qui vient, entre guillemets, vérifier les choses qu'on a mis en place, qui nous donne aussi des pistes pour s'améliorer. Et après, on passe devant une commission et en fonction des étoiles que l'on a obtenues, on a un label de bronze, d'argent ou d'or. Et après, je trouve que c'est intéressant, on peut communiquer là-dessus et c'est quand même certifié par des organismes publics. Donc voilà, ça évite de faire du greenwashing notamment. Super, ben merci pour ce partage. De rien. Je vois qu'il y a... Il y en a heureusement hein, des initiatives, mais de plus en plus. Alors, juste avant de répondre à Sonia, pourquoi est-ce que tout le monde s'y intéresse? En une heure, j'avais pas le temps ce matin de l'aborder, mais ce qui est intéressant, c'est que la législation évolue vraiment. Comme je vous disais que là, maintenant, il est obligatoire de soumettre ces campagnes de communication dès lors qu'on communique sur ses engagements en termes de DD ou bien liés à l'écologie, l'environnement. Demain, ça va être sanctionné. Et ça, c'est vraiment dans les tuyaux. C'est pour très bientôt. Et donc, si on n'y va pas par conviction, demain, il va falloir y aller parce qu'on va y être obligé. Et c'est certainement pour ça que des chambres de commerce de l'industrie, des collectivités commencent aussi à davantage accompagner leurs entreprises. Alors, Sonia demande, est-ce que le greenwashing peut être considéré comme de la désinformation, en particulier de la fausse information à l'égard des consommateurs citoyens? Eh ben, alors, mais complètement. Et c'est même considéré comme étant de la manipulation et ça peut aller loin. Il y a des exemples où des entreprises ont vraiment été inquiétés avec des sommes d'argent à reverser très très importantes parce que c'est de la manipulation. On ne peut plus faire comme on faisait dans les années, il n'y a pas si longtemps que ça. Je ne sais pas s'il y en a qui sont, je sais pas quelle est... Bon, s'il y a des très très jeunes, vous ne comprendrez pas ma référence. Moi, je m'adresse peut-être aux plus de, je sais pas, 35 ans peut-être. Il y avait une publicité Roundup, vous savez, ce désherbant qui maintenant est interdit en France, où on voyait un chien qui creusait pour enterrer son os, alors que par-dessus, des gens avaient mis du Roundup et ça disait, mais vous inquiétez pas, hein, le Roundup, c'est pas mauvais, regardez, Rex, il mange son os et il va très très bien.
Bon, ben là, c'est même plus que de la désinformation, là, c'est carrément du mensonge, parce que bon, ben Rex, il a dû avoir un cancer, et puis il s'en est très mal sorti, quoi, Rex. Donc, en fait, toutes ces informations-là, et c'est parce qu'on légifère dessus que maintenant, c'est interdit. Il y a encore quelques années, on pouvait faire de la pub sur les cigarettes et de l'alcool, avec tous les dangers que l'on connaît maintenant sur la santé. Eh bien là, c'est un peu pareil. On ne peut pas prendre le risque de continuer à dire n'importe quoi compte tenu de l'urgence en termes d'engagement pour le développement durable. Moi, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Sonia. Super. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à ouvrir votre micro. Bon, voilà, peut-être juste avant de conclure, bon, ben, Rose Primaire, notre agence, elle est organisme de formation et on fait des formations régulièrement sur la communication et le numérique responsable ou voilà, tout ce qui relève de la sobriété, donc l'éco-conception, l'accessibilité et l'inclusion, vraiment tous les aspects sociaux et environnementaux sont vraiment pris en compte. Et la prochaine session de formation qu'on organise, c'est le mois prochain, le 19 et 20 mai, certainement du coup en visio. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous mets la dernière slide avec mes contacts. En tout cas, merci à vous d'avoir été présents. J'espère que ça vous aura plu. Merci pour ceux qui disent que ça leur a plu, en tout cas. C'est toujours un peu particulier de ne pas avoir vos visages je ne vois pas vos retours. J'espère que ça vous a intéressé. En tout cas, si vraiment, avant la pause déjeuner, vous avez un instant pour regarder la vidéo de la RPP sur les recommandations en termes de développement durable, vraiment faites-le. Merci pour vos messages.